Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Dans cet épisode, je reçois Laetitia Lakoubou, qui est journaliste, fonctionnaire internationale et auteure congolaise. Elle est aussi conseillère et membre du bureau de l'Association des femmes de l'aide congolaise, dont je recevais la présidente, Yolande Elebe Mandembo, dans l'épisode numéro 14 de ce podcast. Auteure de 2 livres, Laetitia Lakoubou partage avec nous comment est née sa passion pour la lecture et l'écriture, de ses années universitaires en lettres modernes françaises jusqu'à son engagement au sein de l'Association des femmes de l'aide congolaise. Elle pose aussi son regard sur l'état de l'édition en RDC et décrypte les difficultés que peuvent rencontrer les auteurs sur le long chemin de la publication d'un livre dans son pays. Je vous souhaite une très agréable écoute en compagnie de Laetitia Lakoubou. Bonjour Laetitia Lakoubou. Bonjour Madame Assel. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Le Salon du Livre. On est très honorés de vous avoir aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais bien. En tout cas, ça va très bien. Super. Super. Alors, je voudrais savoir un peu plus dans le détail qui est Laetitia Lakoubou. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Très succinctement, oui. Je suis Laetitia Lakoubou. Je suis fonctionnaire international. Donc, je suis journaliste aussi et je suis enseignante. Mm-hmm. Je suis mère d'une fille et je vis en couple. OK. Voilà. J'ai quand même quelques petites questions par rapport à cette présentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire international? Qu'est-ce qu'il fait? Le fonctionnaire international, c'est un national qui travaille pour une organisation internationale. Comme pour mon cas, je travaille pour les Nations Unies. Donc, je suis un personnel recruté localement. D'accord. Et vous avez dit que vous êtes aussi enseignante. Qu'est-ce que vous enseignez? Je suis enseignante, je suis prof de français. C'est comme ça qu'on dit en termes génériques. Oui. Mais ça dépend. Quand je suis à l'université, il y a des cours spécifiques en français comme technique d'expression orale et écrite, la civilisation française. Il y a certains cours que je suis habilitée à donner. Alors, ça me fait penser à vos études. Vous avez fait des études en lettres françaises à l'université de Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce cursus scolaire ou universitaire plutôt? Ce qui m'a amené à choisir ce cursus, c'est plutôt l'habitude. Les habitudes familiales faisaient qu'il y avait au menu de notre vie de famille la lecture, les exposés, les échanges, des recensions que les parents nous demandaient de faire sur tel ou tel livre qu'ils achetaient, qu'ils amenaient à la maison. C'était un peu ça, c'est ce bain-là, cette atmosphère-là très studieuse. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que vous avez grandi depuis toute petite autour des livres, alors? Autour des livres et dans les livres, parce que j'étais presque rat de bibliothèque. Mm-hmm. Je vivais dans notre bibliothèque, qui, fort heureusement, était une pièce consacrée aux livres. Donc, j'allais passer mes journées dedans. Oui. Uniquement aux livres, parce que c'était le fruit de plusieurs déménagements. Et c'est là qu'on fourguait tous les livres récoltés au fil des déplacements des parents, des voyages et tout ça.
Alors moi, je vivais pratiquement là-dedans et j'étais bien servie, quoi. Et spontanément comme ça, quel est l'un des livres qui vous a marqué dans cette bibliothèque-là? Il y a eu les livres, il y a des livres scientifiques où j'ai fait toutes mes découvertes sur l'anatomie, la biologie, la gynécologie aussi parfois. Et puis, il y a eu surtout le roman L'espace d'une vie de Emma Hart, que j'ai regardé plus tard en film, mais que j'avais commencé par lire et c'est une lecture qui m'avait vraiment captivée et impressionnée. Qu'est-ce qu'elle avait de particulière, cette lecture-là? Elle racontait, c'était comme un film en 3D, quoi. J'étais projetée dans l'univers de l'histoire de Emma Hart, qui était une pauvre ouvrière anglaise qui a grandi un peu à côté d'un château et puis finalement qui est devenue très riche et puis qui a eu un enfant avec le fils du propriétaire. Toute cette saga-là autour de sa vie. Et, en tout cas, ça m'avait impressionnée. Comme j'étais au début de l'adolescence. Ça faisait un petit peu rêver. Absolument. J'étais vraiment dedans à 400%. Donc, vous avez donc choisi de faire des études de lettres françaises, comme je le disais. Quel souvenir gardez-vous de vos années d'étudiante? Mes années d'étudiante, je garde un souvenir très, très brillant parce que c'était des études que j'avais voulu. Bon, j'avais opté pour ces études un peu par révolte parce que les parents préféraient que je fasse des études plus classiques, comme la médecine, le droit, l'économie, les relations internationales, parce que pour eux, ça avait un débouché sur le marché de l'emploi directement. Mais comme je leur ai dit que je voulais faire les lettres, ils m'ont demandé, elle est complètement folle celle-là, tu fais les lettres pour devenir quoi? Et moi, j'ai dit qui? Quoi? Ça, c'est très, très joli. Pour devenir qui? Oui. Alors, bon, elle me disait, mais c'est pas possible. Moi, j'ai dit, moi, je voulais devenir professeur, je voulais devenir enseignante. Ils me disent, mais enseignante, mais tu es tombée sur la tête. Les enseignants sont très mal payés. De l'université à la maternelle, ils sont très mal payés. Il ne faut pas que tu passes ta vie au crochet de tes frères et de tes sœurs parce qu'on ne paye pas assez, parce que tu as voulu regarder l'art plutôt que l'utilitaire derrière les études. Moi, je voulais faire les lettres et puis un point, c'est tout. Bon, j'ai commencé un peu dans la révolte comme ça. Ils m'ont laissé faire comme un petit caprice, mais ce que j'ai aimé, c'est que je les ai faites, ces études, avec succès. Je n'ai jamais eu à reprendre un examen, je n'ai jamais eu à écrire des recours ou à démarcher pour passer des classes. Je passais pratiquement le doigt dans le nez, quoi. C'est la passion qui me portait. Même mes professeurs aimaient bien et puis j'avais des très bons points qui ont fait que, au sortir de l'université, j'ai été recrutée par l'université pour être assistante des cours, pour assister certains professeurs et j'ai aimé ça, j'ai beaucoup aimé. Et en quoi consistent tes études de lettres françaises? Parce que c'est un mot assez généraliste. Quelles sont les matières qu'on apprend ou qu'on enseigne dans ce cursus? Oui, bon, ce cursus était anciennement appelé, on appelait ça, dans un terme très savant, on appelait ça la philologie romane. Bon, ça, c'est plus impressionnant. Mais en simplifiant, ce sont les langues et la littérature française. Donc, comme principale matière, il y a la linguistique du français et puis la littérature française dans tous ces développements, quoi. Est-ce qu'il y a un cursus où on apprend la littérature africaine dans l'université à Kinshasa? Oui. Maintenant, il y a les langues et littératures africaines. À mon époque, comme la faculté venait d'ouvrir, il n'y avait pas encore de candidats, donc il y avait que les langues et littératures françaises, l'histoire et la philosophie. Donc moi, j'étais en français.
Donc, vous avez parlé de ce roman, de ce livre qui a marqué la bibliothèque de votre enfance. Est-ce que, en dehors de celui-là, il y a un autre livre ou une autre lecture comme ça qui ont un peu eu un impact sur le choix de votre carrière ou alors votre rayonnement personnel? Oui, absolument. Je peux citer Notre-Dame de Paris. Oui. Notre-Dame de Paris que j'ai aimé. Je n'avais pas vu le volume. Je ne me suis pas rendu compte du volume du livre. Mais j'ai beaucoup aimé Notre-Dame de Paris au point que je l'ai lu 4 ou 5 fois. Mm-hmm. Jusque-là. En tout cas, c'est une histoire qui m'avait prise par les tripes, quoi. Oui. Quasimodo, Esmeralda, le beau soldat et tout ça, c'était vraiment, j'ai été impressionnée. Mm-hmm. Et puis, la fois où il m'est arrivé, juste après la lecture, il m'est arrivé d'aller à Paris. Oui. J'étais scotchée à la cathédrale. J'ai passé toute la journée. C'était un peu comme si je revivais... en plus moderne, mais je revivais un peu cette épopée, oui. La scène et tout ça. Oui. En tout cas, j'étais... Donc, vous avez parcouru tout l'univers de vos lectures. Absolument, absolument. Mm-hmm. En tout cas, ça, je l'ai fait. Mm-hmm. Aux grandes dames des personnes qui m'avaient accueilli. C'est après que je l'ai réexpliqué. Mais vraiment, j'ai refait un peu, j'appelais ça mon pèlerinage. Oui. Et alors, quand vous vous êtes présenté, vous n'avez pas précisé que vous êtes aussi auteur. Donc, oui, voilà. Ah, ça c'est venu après. Je suis auteur. Et c'est en tant qu'auteur d'ailleurs que je vous ai invité dans cet épisode. Et donc, vous avez publié 2 livres. Le premier livre qui s'appelle Miroir aux alouettes, que vous avez publié en 2018 aux éditions du Pangolin. Et le second qui est un recueil de nouvelles qui s'appelle Dévoilement. Alors, j'aimerais parler un peu plus de ces deux livres. Déjà, avant d'en parler, c'est vrai que vous avez, comme vous l'avez dit, hein, vous aimez beaucoup la lecture, vous êtes passionné de lecture, mais on peut lire sans écrire. Comment est-ce que vous passez de la lecture à l'écriture? Bon, le passage de la lecture à l'écriture, c'est vraiment... ça s'est fait presque automatiquement. Comme j'aimais bien ça, je me disais, voilà comment on écrit. Et finalement, je me suis mise dans l'imitation. Mm-hmm. J'ai commencé assez jeune à écrire. J'écrivais pour mes sœurs, je leur écrivais des histoires, des histoirettes. Je leur écrivais des aventures, elles lisaient, et puis au fur et à mesure de mes lectures, elles me corrigeaient, bon, pas corrigeaient, mais elles me donnaient des idées. Oui. Elles m'influençaient. Comment est-ce que je peux terminer telle histoire et tout ça. Mm-hmm. C'est un peu ça. Et puis, il y a eu aussi un problème de correction, parce que à la maison, c'était un peu le clou, quoi. Il fallait écrire correctement. La grammaire, l'orthographe, surtout l'orthographe. Il fallait écrire correctement. Parfois, quand j'écrivais à mon père, à mon tuteur, bon, il répondait. On se voyait, mais on s'écrivait quand même. Oui. Il répondait, mais en soulignant en rouge les fautes d'orthographe, en me demandant de ne plus commettre ce genre de fautes. Oui. Il répondait à mes préoccupations. En fait, on a un peu vécu comme ça. Mm-hmm. J'ai gardé pendant un moment des lettres avec des bics rouges, avec des corrections. Alors que ce n'était pas des dictées ou des résumés de livres, mais c'était des lettres normales, quoi. Oui, c'était des lettres tout à fait normales. Oui. Mais donc, il fallait écrire bien. Très bien. Et donc, en 2018, vous sortez Le Miroir aux alouettes. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle ce roman? Miroir aux alouettes, en fait, c'est l'histoire de la quête du bonheur.
Vaste question. Oui, c'est la quête du bonheur, c'est l'illusion du bonheur qu'on peut avoir selon les situations que nous traversons. Il y a, c'est la quête du bonheur pour un jeune universitaire, oui. Sorti fraîchement des études, son illusion de la vie. Devant les réalités de la vie, ce n'est pas facile de trouver un travail, ce n'est pas facile de se loger correctement, il y a les enfants qui viennent, il y a un mariage, il y a toute cette dépendance qui ne lui permet pas de faire ce qu'il voudrait faire ou bien ce qu'il aurait pensé faire, peut-être retourner au village. Il ne peut plus retourner au village parce qu'il a femme et enfants qui attendent de lui, qui étudient, qui ont commencé des études. Alors, il faut qu'il réfléchisse doublement avant de penser à faire ce qu'il veut. Oui. Et puis, il y a aussi l'autre quête du bonheur, c'est la quête du bonheur dans le mariage pour une jeune demoiselle qui peut épouser, qui a épousé un jeune homme, un abab, quoi, un pacha, un petit pacha, mais qui se retrouve en face de la violence conjugale et ça aussi qui lui... Bon, lorsque le mariage a tourné à la violence, elle cherche à se sauver, alors elle devient un peu fugitive. Bon, dans cette fuite, il y a aussi des parents qui sont à la recherche de leur fille. Leur fille qui était allée en mariage, ils ont entendu dire qu'elle n'est plus à l'endroit, qu'elle s'est enfouie. Alors, il fallait mobiliser toutes les amitiés, les connaissances pour retrouver la jeune fille, pour la récupérer tout au plus, avant que son mari, qui était aussi à sa recherche, ne mette les grappins dessus. Et le titre, c'est quand même Miroir aux alouettes, hein, donc ça veut dire que ça donne l'impression d'être des histoires qui sont, comment dire, qui ont comme objectif des mirages. Donc, parce que quand même, miroir aux alouettes, ça ramène à quelque chose de très abstrait qu'on ne peut jamais atteindre, ou alors un imaginaire qui ne reflète pas la réalité. Est-ce que c'est un peu ça aussi la quête du bonheur? Est-ce que finalement, pour vous, le bonheur, c'est dans la quête, mais pas dans l'aboutissement? Oui, en fait, pour moi, le bonheur, c'est un idéal après lequel on court. Oui. Bon, on l'atteint, il faut surtout pas se mettre à l'idée de l'atteindre parce qu'on ne l'atteindra jamais. Oui. Mais c'est cette quête-là qui crée en nous l'apaisement, qui crée en nous une certaine satisfaction. Ça veut dire qu'on se met en route pour chercher le meilleur. Oui, oui. Et est-ce qu'il y a des différents types de bonheur, ou alors est-ce que la sensation de bonheur, elle est universelle, ou alors comment on la définit? Qu'est-ce qu'on met dans le bonheur, dans ce mot-là, selon vous? Dans le mot bonheur, on met d'abord, cela dépend de notre... cela dépend d'une personne à une autre. Oui. Dépend de nos idéaux personnels d'abord. Il y en a qui trouvent leur bonheur dans le football. Oui. Bon, à suivre un match de football, à être content tout le temps. Il y en a qui ne trouveront jamais leur bonheur dans une histoire pareille. Donc, le bonheur dépend d'une personne à une autre par rapport à l'idée qu'on se fait du meilleur pour soi. Et votre deuxième livre, qui s'appelle Dévoilement, est un recueil de nouvelles. Et de quoi parle-t-il, ce recueil de nouvelles? Vous l'avez coécrit avec un autre auteur dont le nom est? Et Prince Djungu. Voilà. Et de quoi parle-t-il? Oui. Le fil de qui lit ces 30 nouvelles, c'est la violence. C'est la violence. En parlant de dévoilement, nous avons voulu lever un peu le voile sur cette violence qui est tapie dans notre société, cette violence qu'on a commencé à trouver normale. La violence, surtout conjugale, elle est vraiment légalisée. Elle est peut-être légalisée par les liens du mariage,
mais dans notre société, la violence conjugale est tout à fait normale. On trouve normal qu'un mari batte sa femme et que la femme, bon, elle ne peut pas se plaindre pour ça. Elle peut se plaindre pour toute autre chose, mais pas pour avoir été battue. Bon, ce n'est pas... Déjà, même de manière symbolique, c'est inacceptable. Tout à fait, tout à fait. C'est inacceptable. Mais comme nous parvenons, notre société parvient à vivre avec, il y a des meurtres, il y a des crimes, bon, on n'en parle pas. Oui. Personne ne s'en émeut. On peut peut-être s'échauffer une journée, mais après, c'est fini. On dit, bon, elle était mariée, hein, elle savait ce qu'elle est allée chercher dans le mariage. Donc, hein, c'est vraiment... Et puis, il y a aussi les slogans internationaux. Oui. Ceux qui sont à la base de toutes ces thématiques-là, je ne sais pas s'ils s'imaginent ce que cela peut être pour les victimes. Bon, c'est peut-être une thématique qu'on lance comme ça, mais les réalités sont très dures. Et est-ce que à la publication de ce recueil de nouvelles, vous avez eu des réactions de victimes? Oui, nous avons eu des réactions des victimes. Même après la fin de l'appel à texte, nous avions continué à recevoir des textes. Et même à la publication du recueil, bon, une dame ou une demoiselle, je ne sais pas, l'idée qui nous a conduite, c'était aussi d'aider à guérir. Parce que c'est une sorte de traitement. Lorsqu'on donne à quelqu'un la possibilité de parler, on n'a pas de tribune à offrir, mais au moins l'écriture, que quelqu'un raconte son histoire, que quelqu'un raconte ce qu'elle a vécu, ça contribue aussi à un certain degré de guérison de sa part. Très bien. Alors, j'ai fait votre connaissance, hein, entre guillemets, parce que tout se passe en ligne actuellement. J'ai fait votre connaissance par le biais de l'association Femmes des Lettres Congolaises, FELCO, et dont j'ai reçu la présidente, Madame Yolande Elébé Madembo, dans le podcast il y a quelques jours. Et vous aussi, vous faites partie de cette association. Quel est votre rôle dans l'association? Dans l'association, je suis conseillère. Oui. Je suis conseillère. Bon, je participe aux activités, mais comme je ne peux pas être en avant par rapport à mon statut de fonctionnaire, donc je suis conseillère et j'ai adhéré à FELCO. Bon, parce que nous partageons les mêmes idéaux. Et bon, j'ai aimé ce qu'elle nous proposait. Alors, j'y suis allée. OK. Donc, ça veut dire que vous conseillez l'association dans le domaine du livre ou alors dans le domaine culturel en général? Dans le domaine culturel en général, mais un peu plus lorsqu'on a besoin d'un avis ou d'un point de vue de quelqu'un qui a été publié, bon, du point de vue des difficultés que nous rencontrons pour les publications et tout ça, puisque le FELCO aussi veut porter ce combat-là de l'écrivain congolais. Alors, je suis mise à contribution. Et vous, particulièrement, en tant qu'auteur, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, justement? Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est en fait le manque de structure, le manque de structure d'encadrement des auteurs ou des personnes aspirant à écrire. Il n'y a pas de structure d'encadrement. Il y a aussi, lorsqu'on se retrouve avec ces manuscrits, on ne sait généralement pas à qui s'adresser parce que les maisons d'édition offrent des conditions qui ne sont pas soutenables pour des particuliers parce que eux, il y a un travail qu'ils sont en train de faire. Nous, auteurs, nous voulons être publiés, alors il faut vraiment mettre la main à la pâte, vraiment participer du début à la fin. Alors que, on sait que sous d'autres cieux, il y a certaines prises en charge, il y a certaines facilités qui sont offertes pour les publications.
Et là, vous parlez en particulier de l'aspect financier, c'est-à-dire que est-ce que sur place, les maisons d'édition au Congo, en RDC, ne proposent pas de prendre la totalité des coûts de la publication du livre? Est-ce que l'auteur doit y participer aussi? Comment ça se passe sur le terrain? Oui, l'auteur il participe, Oui. parce que il y a un travail de relecture, il y a un travail de correction, l'auteur participe. Il y a les impressions, les couvertures aussi, tout ce qui est l'esthétique du livre. Oui. On nous donne une facture qu'on doit honorer. Et voilà quoi. À la fin, on nous offre quelques exemplaires et puis, voilà. Et est-ce qu'après ça, vous conservez vos droits ou bien c'est la maison d'édition qui a acheté vos droits? La maison d'édition nous laisse la possibilité de nous faire éditer ailleurs. D'accord. Aussi. OK. Ouais, parce que ça aurait été très compliqué s'il fallait que vos droits aussi soient du coup donnés à la maison d'édition dans ces conditions-là. Non, parce que oui, avant moi, ceux et celles qui ont écrit se plaignaient un peu de cet aspect-là. Il faut aussi dire que l'aspect légal dans tout ça, dans l'édition, dans les droits et tout, chez nous, les droits d'auteur ne sont pas vraiment vulgarisés, on ne les connaît quasiment pas. C'est peut-être à l'avantage des éditeurs qu'on ne connaisse pas tout ce qu'ils nous doivent et tout ce que nous leur devons. Et c'est un peu à leur avantage, je pense. Mais on évolue un peu comme ça. Est-ce que cette partie juridique-là est encadrée dans la loi en RDC? Une loi existe, mais elle n'est pas vulgarisée, donc elle n'est pas très connue. Les auteurs qui s'aventurent sur ces terrains-là, parfois c'est aussi à leur risque et péril parce que, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. L'éditeur connaît un peu plus, en sait un peu plus que nous, alors il peut facilement dribbler aussi et puis nous on s'est dit l'essentiel c'est que je sois publié et puis le reste on verra. Oui, on verra. Ça veut dire qu'il y a un gros travail de communication et je pourrais même dire d'enseignement, peut-être par des ateliers, par des formations. Donc il y a un vrai travail qu'il y a à faire sur le terrain parce qu'il y a ce besoin-là. Parce que je suis assez étonnée parce que quand même la RDC a une belle histoire littéraire. Il y a de grands auteurs qui sont venus de la RDC. Mais en même temps, ça ne devrait pas m'étonner parce qu'en Afrique centrale, c'est à peu près la même chose. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire dans ce sens-là. Et donc, est-ce que vous avez d'autres besoins en tant qu'auteur sur le terrain, c'est-à-dire des domaines où vous voyez des manques? Des manques. Il y a les maisons d'édition aussi. Les maisons d'édition elles sont limitées. Dans quel sens? Très peu de maisons d'édition ont leur propre librairie. C'est dans le sens de du débouché commercial. D'accord. Imaginez-vous que c'est encore l'éditeur qui doit aller négocier avec les librairies, les grandes librairies, il y en a très peu, qui vous imposent peut-être certaines conditions qui ne sont pas du tout viables, ni pour l'éditeur, ni pour vous, l'auteur. Donc, il manque dans la chaîne un intermédiaire qui fera ce travail aussi de médiation entre le libraire et les points de vente et les maisons d'édition, pardon. Est-ce qu'il y a quand même des distributeurs sur place en RDC? Est-ce qu'il y a des commerciaux? Est-ce qu'il y a des gens qui offrent ce type de service-là? Même si c'est encore très minime. C'est vraiment minime. Il y a très peu de gens qui offrent ce genre de facilité. D'abord parce que
pour nous, ici, le livre n'est pas une marchandise viable, quoi. Quelqu'un miserait très peu, il préfère miser sur les dictionnaires importés qui viennent vendre et tout ça, plutôt que sur les auteurs, parce que, en fait, ils n'ont pas de... les livres, le travail, ça, c'est aussi le travail de l'éditeur, qui ne fait pas complètement son travail de vulgarisation, de publicité, marketing et tout autour. Ce qui fait qu'au finish, même lorsque le livre est disponible, très peu de gens le savent, et puis ils ne les rendent pas très attrayants. Il n'y a pas beaucoup de... C'est une marchandise qui ne part pas. Ça, j'ai entendu dire d'un libraire, c'est une marchandise qui ne part pas. Parce que, comme vous dites, parfois les gens ne sont même pas au courant que des livres existent ou qu'un auteur vient de sortir un nouveau livre. Si on n'est pas quelqu'un qui est vraiment intéressé par la lecture, qui est vraiment un passionné. Ou qui est dans le réseau des écrivains, peut-être, mais sinon, pas du tout. Alors, on va bientôt arriver au terme de notre échange et avant de nous quitter, est-ce qu'il y a un auteur afrodescendant que vous avez lu ces derniers jours ou que vous êtes en train de lire actuellement et que vous trouvez intéressant? Oui, j'ai lu Angela Davis il y a quelques mois. Bon, je ne la connaissais pas. La plupart de ses ouvrages sur lesquels j'ai tombé étaient en anglais. Bon, ça prend un petit décalage pour bien comprendre. Mais dernièrement, il y a quelques mois, je suis tombée sur l'un de ses ouvrages, La femme, culture et politique, traduite en français. C'était vraiment, vraiment super. J'étais scotchée et j'ai beaucoup aimé Angela Davis parce que je me suis retrouvée en elle. C'est vrai, ça? C'est une féministe. Oui. Bon, je suis aussi féministe. Vraiment, ça, je n'ai pas honte de le dire. C'est vraiment mon cheval de bataille. Oui. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai lu, bon, femme, culture, politique, qui parle de... Bon, ça m'a un peu ouvert les yeux sur les États-Unis, des années 80, 90. Bon, c'est pas très différent de maintenant, ça n'a pas beaucoup évolué côté mentalité. Et bon, j'ai beaucoup aimé ce regard réaliste qu'elle jette sur la société. Bon, nous autres Africains, nous idéalisons, quand on voit la télé, on suit les médias, on se dit que là-bas, ça doit être, c'est l'Eldorado, c'est bon. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil, mais on se rend compte par les Américains eux-mêmes que ce n'est vraiment pas ça, quoi. Il manque beaucoup de choses, il y a énormément de problèmes, surtout sur la réalité des droits de l'homme. Bon, qu'on nous vante un peu, on idéalise un peu les droits de l'homme, ils en parlent. Ils mènent des actions plus ou moins militantes, politiques, mais chez eux, ça laisse vraiment à désirer. Tout à fait. Bon, écrit par une personne comme Angela Davis, je sais qu'elle est très, très sévère, un peu communiste sur les bords. Et bon, j'ai beaucoup aimé son militantisme. C'est le genre de femme à qui j'aimerais vraiment ressembler, de par ses idées. Ce que j'ai lu, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Très bien. Beaucoup aimé. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le livre? Comme ça, nos auditeurs qui vont peut-être aller le chercher vont le trouver rapidement. Culture et politique. C'est sorti dans quelle maison d'édition? Bon, l'édition, je ne sais pas, mais ça doit dater de 89. D'accord. OK. Oui, de 89. C'est une traduction. Une traduction. Je ne connais pas le titre en anglais, mais en français, c'était Femme, culture et politique. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot pour vos auditeurs? Qu'est-ce que vous voulez leur donner comme ça pour avoir une inspiration pour la semaine?
En tout cas, aux auditeurs, Oui. Je lancerai une invitation à la lecture. Oui. Lire le plus souvent possible. C'est un moyen de découverte de l'autre. C'est un moyen de découverte de notre univers, de notre monde qui est devenu planétaire. Bon, je n'irai pas nécessairement en Australie, mais en lisant, je pourrais savoir comment ça se passe là-bas. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Laetitia Lakoubou. C'était un vrai plaisir de vous avoir dans cet épisode du podcast Le Salon du Livre. Revenez quand vous voulez. La porte est ouverte. Oui, donc si vous avez des projets littéraires que vous souhaitez partager avec nous, avec nos auditeurs, vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup. Merci. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.